Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Weekly Market Fundamental Analysis. Ici François Ablé donc pour présenter cette émission. J'avoue que ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, hein. J'ai reçu beaucoup de messages. Les gens me posaient des questions pour savoir pourquoi j'avais arrêté des émissions. En fait, c'était pas volontaire. C'était en fait dû à un volume très très important de choses qui étaient mis en place de mon côté tant au niveau professionnel, familial. Hein, j'ai été un peu surchargé ces dernières semaines. Maintenant, j'ai réussi plus ou moins, j'ai réussi dans l'ensemble, hein, à pouvoir éponger tout ça. Donc, un petit calme. J'ai eu aussi une petite période de repos parce que de temps en temps, ça fait du bien de se reposer. Donc, c'est la vie. Vous savez que je suis pas trader à temps plein, donc j'ai des activités à côté. Et puis aussi, j'ai aussi une vie de famille. Donc, voilà, j'ai donc dû avoir du temps pour moi et ma famille. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir manifesté votre intérêt, votre soutien justement à ça, à ces émissions. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part et c'était très touchant. Donc, nous sommes de retour. Hein, le GSTA est toujours là. Ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des vidéos, il y aura toujours du contenu. Sauf que de temps en temps, si je suis également surchargé, je vais devoir m'éclipser parce que je suis seul dans cette organisation. Je n'ai pas de personne qui pourrait donc m'aider à continuer les émissions. Mais ça arrive, hein, ça arrive parce qu'on commence à grandir et à grossir. Notamment aussi, j'ai travaillé beaucoup sur la nouvelle plateforme que je vous avais juste énoncé concernant le site du GSTA. Donc, c'est une nouvelle plateforme d'échange, de connexion où la plupart des internautes vont se retrouver pour échanger. Il y aura un forum, j'aurai des articles que je vais publier, aussi d'autres traders que je connais au Canada et en France et un peu partout dans le monde vont également publier sur ce site. Donc, ça sera vraiment un site assez intéressant. Vous allez voir des différents avis de plusieurs traders. Certains, vous en connaissez certains sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ils vont être actifs là-bas. Il y aura aussi un espace membre. Bon, pour ceux qui souhaiteraient bien sûr être membre, il y aura un abonnement où vous pourrez bien sûr avoir, vous pourrez bénéficier des services, des analyses privées et des positions que je vais mettre à votre disposition, ainsi que des signaux. Tout ça sera également compris. J'en parlerai et j'évoquerai ça en détail dans les prochaines semaines parce que actuellement nous sommes en train de le finir avec aussi la nouvelle loi de la protection sur les renseignements généraux de la protection des données. Il faudrait donc m'assurer que les informations ne soient pas personnelles ne soient pas divulguées, des choses comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de réaménagement. Donc, c'est là-dessus qu'on nous sommes en train de travailler. Je crois que cette semaine, ou disons dans un futur très proche, nous devons finir, bien sûr, à mettre à la disposition ce site. J'en parlerai en détail dans les prochaines semaines, c'est sûr. Vous m'excuserez de la qualité du son parce que je suis dans un environnement où il y a beaucoup de travaux aux alentours. Au Canada, c'est comme ça. En été, il y a beaucoup de travaux, de voirie, de construction, des choses comme ça. Donc là où présentement j'enregistre cette émission, il y a des bruits de machinerie aux alentours de moi. Donc merci encore de suivre cette émission. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, passons au vif du sujet. L'avertissement lié au risque. Donc comme vous le savez, le trading, contrairement à ce qu'on vous fait croire dans les pubs, hein, que le trading est une activité où on gagne beaucoup d'argent, c'est faux. Hein. Le lifestyle, le lifestyle de trader n'est pas les Ferrari, les montres Rolex et comment on appelle ça, les beaux hôtels de luxe et tout ça. Ça, c'est ce qu'on vous fait pour vous appâter, malheureusement. Le travail d'un trader, le vrai travail d'un trader, c'est d'être devant ses écrans, d'être au parfum des nouvelles, et de faire des opérations discrètement ou alors de travailler avec ses collègues, de faire des analyses et puis de discuter. C'est que ça, c'est de la recherche perpétuelle, c'est de la prise de décision, il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est aux alentours, le superflu on veut vous montrer pour vous donner cette air de facilité et de complaisance, ça c'est pour bien sûr vous appâter les nouveaux malheureusement. Voilà pourquoi le GSTA existe, c'est pour justement permettre à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent bien sûr se former, se faire encadrer sur les marchés financiers avec de manière sérieuse et consciencieuse
nous vous ouvrons bien sûr les portes et également, vous verrez qu'au bout de 6 mois, au bout de 1 an, vous comprendrez maintenant les mécanismes de gestion pour la finance des marchés, même pour les stratégies de gestion de portefeuille qu'on appelle souvent portfolio management. Vous aurez bien sûr cette possibilité-là de pouvoir travailler sur les marchés financiers de manière simple, de manière efficace et aussi de manière durable. Voilà. Maintenant, après, le côté lifestyle que vous aimez tant avec les Ferrari et les Porsche, ça n'engage que vous. Voilà. Donc, ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez vous former de manière sérieuse, vous voulez vous faire encadrer, il faudrait privilégier des structures telles que le GSTA ou, par exemple, aussi le Run Finance Conseil, c'est-à-dire le e-learning de Asif Issoufali, qui est un trader DAX confirmé. Il y a aussi d'autres structures en place en Europe comme IVT. Ce sont des structures qui sont établies depuis longtemps et que vous pouvez être formé de manière sérieuse. Ce sont des formations, disons, plus ou moins des formations théoriques, mais du côté du GSTA, nous, on met notre accent sur vraiment la pratique. C'est-à-dire, c'est un encadrement, un accompagnement sur mesure qu'on vous donne avec tous les réflexes d'un gérant de portefeuille, de professionnel des marchés, d'analyse sur l'analyse fondamentale que vous mettons à votre disposition. Voilà, donc c'est à votre portée. Et avec le nouveau site aussi, vous aurez beaucoup plus de choix dans les différents services et également dans les différents produits que nous mettons à votre disposition. Voilà. Donc j'assume que vous avez pris en compte, vous avez pris en note l'avertissement Rio Risque qui généralement vous avertit sur les produits financiers et également de faire attention à l'argent que vous mettez, que vous risquez sur les marchés financiers. Voilà. Weekly Market Fundamental Analysis, donc de juin, nous sommes déjà en juin, malgré on a eu un arrêt de 2 semaines. Les semaines qui se sont passées ont été très mouvementées sur les marchés financiers. Moi, je n'ai pas été devant les écrans parce que j'étais très occupé, mais je suivais de loin attentivement ce qui se passait avec la forte baisse de l'euro due aux inquiétudes politiques du côté de l'Italie et de l'Espagne, d'accord? Donc, on est en train de revivre un peu l'épisode grec du côté de l'Italie parce qu'on sait que le Portugal, ça va mal. La Grèce va mal, même si c'était plus ou moins accentué dans les années antérieures. L'Italie va mal, va très très mal. Elle est critiquée. Vous avez vu que récemment, ils ont précipité quelqu'un en Italie, un ancien du FMI, j'ai oublié son nom, mais c'est un ancien boss du FMI qui est italien, qui a été précipité dans le gouvernement de coalition pour essayer de calmer un peu les sentiments anti-euro, donc les eurosceptiques, dont la coalition, l'accord de coalition du gouvernement a été trouvé avec le parti de Five Star et puis le parti de Lega, donc deux partis extrêmes, gauche et droite, qui, bien sûr, ont remis en question cette idée de séparation. Au niveau de l'Espagne, politiquement, ça va mal. Il y a aussi le dossier de la Catalogne qui est là. Et puis aussi, il y a un dossier également de corruption qui a sali le gouvernement de Mariano Rajoy, je crois, qui est voilà, le leader du parti conservateur et qui a été, bien sûr, il a reçu une motion, bien sûr, pour être écarté, qui a été remplacé par Pedro Sanchez, donc du groupe des socialistes. Donc ça encore, ça renforce encore ça renforce encore les velléités de séparation, donc d'indépendance, et aussi de quitter l'euro, parce que vous savez qu'en Europe, vous avez bien sûr l'Allemagne qui est le poumon, la France qui est le second, et puis l'Italie, d'accord? L'Italie et la dette italienne, la dette grecque, la dette espagnole, la dette portugaise est supportée par ces deux poumons-là, ces deux puissances, c'est-à-dire non, pas la France et l'Allemagne, d'accord? Et ces deux puissances, justement, font couramment du chantage à ces pays-là que je viens de citer, comme quoi c'est nous qui faisons que vous êtes encore sur pied en Europe, donc vous avez intérêt à marcher avec nous dans l'euro pour garantir un euro fort, stable et durable. C'est le même discours qui a été entretenu depuis de nombreuses années. Sauf que on voit les limites de l'euro, d'accord? On voit les limites dans le fonctionnement et le mécanisme de gestion de l'euro.
Donc, ces pays-là, en fait, qui sont bien sûr, qui commencent à être anti-système, anti-euro, qu'on appelle eurosceptiques, réclament bien sûr cette liberté économique et disaient également qu'avant l'euro, elles fonctionnaient très bien, elles avaient leur monnaie, notamment la lire italienne, et que depuis de nombreuses années, leur posture sur l'euro, dont les mérites ont été vantés, elles ne perçoivent pas ça en fait du même œil, et donc commencent à remettre en cause cette question de euro, cette question de gestion commune de la monnaie et veut bien sûr se retirer. Voilà. Donc c'est le contexte actuellement politique et économique qu'il y a actuellement dans la zone euro. Pendant que Mario Draghi continue les mêmes discours de stabilité et de croissance durable sur l'euro, on a bien sûr un groupe de personnes, donc un groupe de personnes qui est accompagné ou qui est, on va dire, qui est soutenu de manière tacite par l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, donc tous ces pays qui ont été affectés par des politiques, disons, des politiques non conventionnelles, hein, donc notamment la Grèce qui a souffert bien sûr de cet épisode de dette, qui a été bien sûr appuyé par le FMI avec son programme d'ajustement structurel. Vous avez aussi l'Espagne, le Portugal, qui étaient aussi dans le même registre et qui se voient bien sûr menacés par cette hausse inattendue des taux de rendement obligataires qui sont contrôlés par la Banque centrale qui leur font du chantage couramment avec ça. Et ça augmente donc le niveau de la dette souveraine du côté de l'Italie, de l'Espagne, et qui menace de ne pas payer cette dette, de ne pas rentrer, bien sûr, de ne pas, comment dire ça, de ne pas respecter cette échéance, parce qu'elle ne se sent pas concernée par cette politique ultra dépensière des autres membres de la zone euro, et elle ne se voit pas donc se faire imputer par cette dette qu'on veut lui coller sur le dos. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce climat. Actuellement, il y a une petite accalmie. Hein, il y a une petite accalmie. L'actualité est dominée par cela. On a eu un gouvernement de coalition, un accord de principe, hein, un accord de coalition. Ça ne veut pas dire que toutes les parties sont d'accord et puis elles ont oublié leur idée de séparation. Mais actuellement, on n'a pas de... il y a un petit calme. Donc, quand il y a un petit calme, vous savez, les marchés financiers sont binaires. Hein. Soit ça va, soit ça ne va pas. D'accord? Les marchés financiers fonctionnent comme ça. Donc, comme il y a eu ce petit calme, cette annonce de coalition de principe au niveau de l'Italie, les indices américains voient ça d'un bon oeil, d'une bonne avancée, un peu comme l'épisode du Brexit également qui est un point mort. Donc, les indices américains sont globalement haussiers, d'accord? Les indices européens, c'est-à-dire le CAC, le DAX et autre que le MIB, c'est-à-dire le MIB, c'est l'indice de l'Italie qui s'appelle le Milano indice Borsa, je crois, Milano Indice Borsa, quelque chose comme ça, le MIB, en tout cas le MIB 40, donc l'indice des 40 groupes, des 40 actions italiennes, ça peut aller. Ils ont connu au moins 5% de baisse à cause de cet épisode politique. L'IBEX du côté de l'Espagne, d'accord? Et puis, disons, les autres indices à côté sont plus ou moins calmes. Et également, le CAC, qui avait connu aussi une baisse à cause de cet épisode, commence à retrouver un peu des couleurs. Également, le DAX, d'accord? Donc, globalement, en Europe, on va dire on est plus ou moins neutre, plus ou moins stable, mais du côté des indices américains, on est globalement haussier, d'accord? Mais ça, c'est à très court terme, à cause du petit accord qu'on a eu, de coalition qu'on a eu avec l'Italie. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les tensions politiques en Italie rallument la flamme indépendantiste, donc je viens de développer ça. Et les bons du trésor et les indices, donc les bons du trésor qui sont corrélés avec les taux de rendement obligataires, quand les taux de rendement obligataires progressent, augmentent fortement, la valeur augmente, mais les bons du trésor c'est-à-dire il y a des décalages inattendus du côté des bons de trésor. Les indices baissent, mais les bons du trésor augmentent. Donc, ça devient plus risqué de détenir de la dette. D'accord? Au niveau de l'Amérique, le responsable de la Fed de San Francisco, qui s'appelle John Williams, d'accord? John Williams, qui est, disons, un membre qui est, disons, il est membre du collège des banquiers. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez la Fed, vous avez l'organigramme, il y a 12 districts bancaires, d'accord?
Après, il y a ce qu'on appelle le collège des gouverneurs. Donc, lui, il siège au niveau du collège des gouverneurs. Et puis, vous avez les membres votants de la Fed. Donc les membres votants de la Fed, il y en a 6. Ce sont eux qui forment le collectif du FOMC, donc le comité de la politique monétaire de la Fed. Ils sont 6. Il y a 6 membres votants, dont fait partie, bien sûr, vous avez, je crois, Fisher, vous avez Jerome Powell. Avant, il y avait aussi Janet Yellen, et puis d'autres membres que j'oublie le nom. Je crois qu'il y a le président de la Fed de Minnesota, qui s'appelle Kashkari, je crois. Donc, ils sont là-dedans, ils font ce qu'on appelle les membres votants du FOMC, puis vous avez les membres non votants qui ne sont pas, qui font pas partie du FOMC, mais qui peuvent donner, en fait, s'ils sont en accord, ils peuvent contrecarrer ou discuter des politiques qui sont prises par les membres votants. D'accord? Donc, si, en d'autres termes, si la Fed est divisée, et les politiques ne peuvent pas avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme si c'est un bureau qui décide de la politique et tout est appliqué, peu importe les avis des uns et des autres. C'est plutôt une sorte de collège, de collectif. D'accord? Donc, si dans le collectif, les gens sont divisés, les politiques ne seront pas votées. Au départ, on parlait de 3 à 4 hausses d'intérêt cette année. Vous savez que les hausses de taux d'intérêt, on en a, si on en a 4 cette année, ça serait bien sûr une, il va y avoir une en juin, donc le 13 juin qui arrive, il va y avoir une autre en septembre, et puis une autre en décembre, et puis il y a eu une en mars, d'accord? Cette fois-ci, ils disent maintenant qu'ils revoient leurs anticipations, plutôt que de 3 à 4, ils sont descendus de 2 à 3, d'accord? Donc, possiblement, l'appel du 13 juin et puis celui de décembre seront capitales, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand la Fed établit son calendrier au début de l'année, sur 3 à 4 hausses possibles hausses de taux d'intérêt, donc la fréquence est élevée, ben cela veut dire qu'elle elle est très optimiste sur la tenue de l'inflation, d'accord? Donc les attentes inflationnistes sont très, très élevées, et également de la croissance, parce que l'inflation va de pair avec la croissance, d'accord? Mais quand elle revoit ses anticipations, ça veut dire qu'elle a un doute, d'accord? Ça veut dire qu'elle a un doute sur la tenue de sa politique monétaire, et elle perçoit peut-être à l'horizon un surchauffement qui est déjà perceptible sur les marchés financiers, d'accord? Donc, le responsable de la Fed de San Francisco, qui est John Williams, il a montré à travers une déclaration, je crois hier, sur les antennes de Reuters, où il a dit qu'il réitère son souhait de la Fed qu'on augmente les taux d'intérêt au moins 3 fois cette année. Donc, il est très optimiste, donc minimum 3 fois. Lui, il est encore dans le groupe de 3 à 4. Eux, ils sont plutôt dans le groupe de 2 à 3, d'accord? Et que cette inflation qu'il souhaite voir doit atteindre au moins la cible de 2%. Sachant qu'actuellement, nous sommes à je crois que nous sommes à 1,25. Il table pour une augmentation de 1,5, voire jusqu'à 2%. D'accord? Donc, il est très optimiste sur la tenue de la politique monétaire plus ou moins restrictive, donc plus ou moins agressive, hawkish. Donc, il dit que ça va bien sûr redynamiser la croissance économique, mais le FOMC a laissé entrevoir qu'il risque de ne pas y avoir d'intervention au niveau de la politique monétaire afin de laisser le marché lui-même s'ajuster. Donc, un peu comme le principe de la main invisible, vous savez. Donc, c'est une politique libérale. Et actuellement, bien sûr, comme j'en parle, hein, je suis pratiquement l'un de ceux-là à en parler. Je vous ai dit que je vous en parlais depuis les semaines précédentes que actuellement où la Fed est dans l'impossibilité soit de diminuer les taux d'intérêt, soit de les augmenter. D'accord? Elle est comme, il y a un statu quo. J'en parlais même 2 mois avant, d'accord? Ça, en fait, c'est pourquoi j'en parlais, et puis on voit que c'est ça qui est en train de se confirmer. C'est parce que c'est encore une fois de plus le niveau de la dette, d'accord? Le niveau de la dette, c'est-à-dire le ratio dette PIB, et dépenses gouvernementales et dettes. Vous avez vu on a eu un shutdown en janvier, d'accord? Parce que
les indices américains se nourrissent un peu en fait, d'annonces, de dopage, on va dire de dopage de liquidité bancaire, donc d'impression, d'accord? Et cette politique a tenu la route depuis des années. Au moment où ça devait être arrêté, donc en 2012, où ça devait être stoppé, ça n'a pas été le cas. On a continué toujours dans la complaisance. Donc, on est arrivé sur des niveaux où il faut faire très attention, d'accord? Si on doit encore rentrer pour euh, donner encore de la liquidité au marché, c'est-à-dire sur les indices américains, on va voir les niveaux de la dette qui vont exploser. Parce que même actuellement, le ratio dette-PIB, il est monstrueux. Hein? C'est-à-dire il faut dépenser pratiquement 100 dollars pour avoir 1 dollar de recettes. Ça, c'est le ratio dette-PIB des États-Unis. Donc, ils sont endettés à mort. D'accord? On ne peut pas soutenir une politique monétaire dans le même temps avec un coût d'emprunt qui est très élevé. Parce que vous voyez que quand même, lorsqu'on publie les chiffres qui sont souvent très attendus concernant l'emploi aux États-Unis, d'accord? L'emploi aux États-Unis, c'est-à-dire le NFP, et puis le salaire horaire, d'accord? Le salaire horaire qui est directement corrélé avec l'inflation sous-jacente, d'accord? Et également le pouvoir d'achat qu'on appelle le PCE, Personal Consumer Expenditure. Donc, ces indicateurs-là qui sont très, très, très significatifs, lorsque le salaire horaire ou le pourcentage de salaire horaire s'accroît, vous voyez très bien que les indices réagissent de façon négative, d'accord? Y compris également les taux de rendement obligataires qui sont corrélés aussi avec le coût de détenir de l'argent, de la monnaie, d'accord? Donc, ce sont des indicateurs clés. Et quand ces indicateurs sont en général dans le rouge, il faut faire très attention. Et voilà pourquoi la Fed, bien sûr, dit qu'actuellement, elle ne va pas intervenir, c'est-à-dire ni baisser les taux d'intérêt, ni l'augmenter. C'est-à-dire qu'ils vont rester plus ou moins un statu quo, d'accord? Ça va rester comme ça. Parce que elle voit bien sûr que ces anticipations inflationnistes sont plus ou moins en demi-teinte et il faudrait vraiment une main très très habile pour pouvoir éviter bien sûr le piège de la surchauffe qui est à l'origine. Parce que vous le savez que techniquement, les indices boursiers sont dans une configuration de consolidation, hein, de correction majeure que tout le monde attend, ce qu'on appelait la vague 4, d'accord? La vague de consolidation. Mais ça perdure, ça prend un peu de temps. Il peut y avoir également des impulsions à très court terme, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on va réaliser un plus haut, d'accord, dépendamment des chiffres macroéconomiques qui vont apparaître, on va avoir bien sûr soit une ouverture une éventuelle progression des indices, ou alors on va avoir bien sûr la déconvenue que tout le monde attend, et j'espère que vous en ferez partie parce que j'en parle depuis maintenant de nombreux mois. Voilà. Pour le reste, vous l'avez sur l'écran, donc vous pouvez à tout moment revoir ce PowerPoint qui est à votre disposition. Je vais passer bien sûr au récapitulatif pour terminer cette émission, pour ne pas que ce soit trop long. Au niveau, donc, ce qu'on peut retenir donc, sur le Forex, on sait que l'Europe, malgré la calmie qu'il y a sur l'Europe, l'euro est bien sûr délaissé, est plus ou moins délaissé, même s'il s'en est repris un peu, mais il est quand même sous pression baissière, compte tenu de l'Espagne et puis de l'Italie, donc le contexte que j'ai décrit. Et puis, bien sûr, le yen également qui est aussi délaissé parce que le yen est au cœur, bien sûr, d'une politique monétaire ultra accommodante qu'on appelait les QQE, Qualitative and Quantitative Easing, d'accord? Ce sont les champions, les Japonais, depuis qu'ils ont été frappés par cette déflation qui a duré près de 20 ans, donc depuis 90, et ils font que des politiques accommodantes et ultra accommodantes. Ils ont commencé avec ce qu'on appelait le ZIRP, donc le Zero Interest Rate Policy. Après, ils sont allés dans le NIRP, donc le Negative Interest Rate Policy. Donc, ce sont des politiques ultra accommodantes et non conventionnelles, d'accord? Puis là, maintenant, ils sont rentrés dans ce qu'on ont appelé même le QQE, donc le Q square E, c'est-à-dire le Quantitative and Quantitative Easing, d'accord? Donc, c'est la politique encore ultra accommodante. Et ça met une pression baissière sur le Japon, donc le yen, qui est une monnaie qui est très conservée qui est considérée comme une monnaie qui est un safe asset, qui est une monnaie qui est recherchée
généralement qui est recherché que lorsqu'on est dans des contextes de peur dans le marché, comme la monnaie de la Suisse, donc le Swiss franc, et puis également l'or et tout ça. Donc, parce que les Japonais, ce sont un peuple qui épargne beaucoup, donc ils conservent beaucoup la valeur. Quand ils font du stockage, quand ils font du stockage, ils conservent beaucoup les épargnes. Le taux d'épargnants est très élevé en Japon. Donc, quand on a ces genres de phénomènes, ça crée bien sûr une rareté de leur devise sur le marché. Donc, c'est ça qui fait exploser la valeur à moyen et à long terme, d'accord? Donc, ils sont considérés comme des pays stables du point de vue politique, géopolitique, des choses comme ça. Au niveau économique, c'est une autre paire de manches. Donc, ça arrange bien sûr le Nikkei. Donc, le Nikkei 225 qui progresse, qui a encore une marge encore de progression. Mais sur les marchés du Forex, c'est vrai que l'euro et le yen, pour le moment, ne sont pas très prisés. Par contre, le dollar et le dollar australien qui sont recherchés, le dollar, pour le moment, est recherché à cause, bien sûr, des faits comme pour des faits, commerciaux, avec également aussi la politique également qui est mise en place par le FOMC, d'accord? Et puis les indicateurs macroéconomiques qui sont souvent très bons, qui ont été très bons sur le trimestre, d'accord? Au niveau de l'Australie, vous avez bien sûr les chiffres du taux d'inflation, oui, c'est ça, les taux d'intérêt qui vont apparaître, je crois, demain, ou aujourd'hui ou demain. Et on annonce plus ou moins, disons, le consensus stable, plus ou moins pour une stabilisation des chiffres des taux d'intérêt qui va rester à 1,5%. Donc, le dollar australien est plus ou moins dans une bonne posture. Mais le dollar australien est conditionné par la bonne santé de la Chine, en fait. D'accord? Et les chiffres de publication sur les prix à la production, les prix à la production et les prix à la consommation, donc l'IPP, et puis également tout ce qui est manufacture, Caixin, comme on appelle l'indice de manufacture Caixin de la Chine, qui vont apparaître, et également la balance commerciale. Donc, vous savez que la Chine, elle est championne dans les exportations. C'est ça qui permet au yuan d'être toujours parmi les monnaies, voilà, les plus enviées, puisqu'elle pratique, bien sûr, disons, un dumping commercial sur la monnaie, dévalue la monnaie du yuan pour être plus compétitif. Voilà pourquoi il y a cette dissension au niveau avec les États-Unis et également de la Chine. Il y a ce bras de fer commercial. Donc, si la Chine se porte bien, ses partenaires qui sont aux alentours d'elle, donc dans l'Asie-Pacifique, qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vont également se porter bien. Ils sont influencés par les chiffres de la Chine. D'accord? Donc, actuellement, l'Australie est recherchée et puis le dollar également aussi est recherché. Voilà. Concernant, bien sûr, pour finir cette émission, le pétrole, je finis sur le pétrole qui est bien sûr dans une phase, on va dire, de consolidation et de neutralisation, mais les fondamentaux sont toujours là. Les fondamentaux et tout ce qui concerne la géopolitique sont toujours là. Et dans ce registre-là, en fait, tant qu'on a c'est-à-dire tant qu'on a bien sûr les indicateurs comme par exemple ce qu'on appelle le Baker Hughes, qui est enfin l'indicateur de décompte des plateformes de forage du pétrole. S'il augmente, en fait, s'il augmente, ça va bien sûr impacter l'offre du pétrole. Donc, ce qui veut dire que quand l'offre va augmenter, le prix du pétrole va chuter un peu. Mais si ces plateformes-là sont bien sûr, disons, diminuées, c'est-à-dire on ferme des plateformes de forage, et également on a toujours des tensions de géopolitique du côté de l'Iran, du côté de l'Arabie Saoudite et puis du côté de la Russie, on va bien sûr avoir une forte demande, et donc ça va être recherché par le marché, et bien sûr le pétrole va continuer à progresser parce qu'il est déjà sur des plus hauts, même si on voit légèrement une stabilisation, une latéralisation, mais on sait que le pétrole actuellement est dans des dispositions pour continuer sa progression. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Donc, globalement, les indices, pour récapituler rapidement, les indices américains sont haussiers. Au niveau de l'Europe, on est plus ou moins stable, plus ou moins neutre, d'accord? On peut avoir des opportunités à la hausse comme à la baisse. Bien sûr, sur le DAX et également sur le FTSE. Le FTSE qui est bien sûr
qui est directement, qui a un lien très étroit, au moins à 75%, avec les matières premières, surtout les matières premières agricoles aussi, telles que le cacao et des choses comme ça. Donc, ils sont plus ou moins dans une bonne dynamique. Et au niveau du Forex, le Forex, comme je vous ai dit à l'écran, le dollar et le dollar australien sont recherchés. Le yen et pour l'instant l'euro, cette semaine, sont plus ou moins sous pression baissière. Et puis, au niveau des bons du trésor, l'eurobond, donc le Bund allemand, il est bien sûr, il a fait une forte progression à cause, bien sûr, la forte hausse inattendue, bien sûr, des taux de rendement obligataires européens. Du côté des États-Unis, on suivait également ces niveaux. Et puis pour les matières premières, l'or est dans des dispositions de hausse sur le long terme et sur le moyen terme. À court terme, il faut rester prudent. Peut-être on aura peut-être des baisses à court terme. Mais j'avais déjà évoqué hier dans l'émission du Weekly Market Technical Analysis que je suis dans une disposition de payer des plus bas, chaque plus bas que l'or va faire, parce que sur le long terme, on voit que l'or va progresser, c'est certain, à cause bien sûr de la valeur corrélée du dollar et aussi à cause du contexte actuellement qu'on a sur les marchés financiers. Alors, merci encore d'avoir suivi cette émission. C'était François Ablé, donc du Gestia Canada. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et puis aussi à vous abonner évidemment, mais de laisser un commentaire dans la section avis sur Facebook pour m'aider à, disons, augmenter pour améliorer la qualité de la présentation. Donc, laisser des messages, des critiques. Je suis à l'aise à écouter parce que c'est pour vous que je fais ces émissions. Portez-vous bien, passez un bon début de semaine. Donc, c'était François Ablé, donc du GTR Canada. Il est présentement 9h15. Merci, au revoir.